Bonjour à tous, rebonjour de la Maison de l'Enfant et des Découvertes avec deux nouveaux invités. Une nouvelle émission, on va parler, à votre avis, de quoi on va parler? Bon, on va vous le dire après, mais je pense qu'il y a un indice sur le plateau qui devrait vous orienter sur la petite discussion scientifique qu'on va avoir. On va laisser nos invités se présenter. Bonjour. Alors bonjour, moi c'est Quentin, je suis animateur à la Maison de l'Enfant et des Découvertes et surtout en charge de tout ce qui est activité numérique et multimédia. Merci. Bonjour. Bonjour, Alors le micro, on va le mettre tout près. alors, Voilà. je m'appelle Maurice Jarzynski, je suis, on va dire, amateur d'astronomie depuis l'âge de 10 ans. Voilà, donc ça fait 60 ans que j'observe le ciel. Passionné, j'allais dire quand même. Peut-être passionné, et j'appartiens au club Polaris qui est à Saint-André-de-l'Eure. Alors, on va y revenir tout à l'heure, mais j'ai déjà vu quelques photos, quelques clichés qui m'ont fait rêver ce matin. Et puis, il y a un bel engin qui est arrivé à côté de vous, À là. côté de moi, il y a un télescope. Bon, on va en reparler tout à l'heure, Tout d'accord? à fait. Et ben, pour commencer, on va aller à la Maison de l'Enfance et des Découvertes pour un petit reportage qu'on a tourné il y a à peu près 3 semaines de ça, et puis on en discute ensemble après. C'est parti. Anaëlle, je suis animatrice à la Maison de l'Enfant et des Découvertes. Et ici, on est dans la salle polyvalente qui aujourd'hui est transformée en salle de robotique. Une activité du coup hebdomadaire. Les enfants sont là tous les mercredis matin et après-midi, parce qu'on a différents niveaux. Et du coup, ils construisent leurs robots. Donc on a des plans, etc. pour construire les robots. Ou alors, ça peut être... comment dire, ça vient de leur imagination. Et après, ils le programment. Donc, on a des programmes tout faits ou des programmes à faire. Donc, c'est eux qui inventent tous leurs programmes. S'ils ont envie que leur robot ne touche pas les murs et qu'il se tourne à chaque fois qu'un mur arrive ou un obstacle, c'est possible. S'ils ont envie qu'un robot suive une ligne noire, c'est possible. Il n'y a que l'imagination, quoi. Alors effectivement, on va pas le nier, il y a de la science, hein. Il y a de la science, il y a de la technique. Alors quelles activités on propose à la Maison de l'Enfant et de la Découverte, des Découvertes, pardon. Alors à la MED on propose pas mal d'activités, en effet là on a pu voir dans le reportage qu'on faisait donc de la robotique à différents niveaux avec différentes tranches d'âge, mais pas que, puisqu'il y a beaucoup de thématiques autour des sciences plus générales, donc la biologie, la mécanique, tout ce qui va être on va dire un peu les sciences de la vie. On va faire un petit peu d'astronomie et par exemple avec moi on va faire aussi pas mal d'informatique, de programmation autour des jeux vidéo par exemple. Alors l'informatique, la programmation autour des jeux vidéo, ça se passe comment? C'est-à-dire que c'est des logiciels dédiés? Moi je suis assez néophyte en la matière, donc est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Alors le but c'est vraiment de présenter on va dire toute la logique derrière la conception d'un jeu vidéo, donc on va être sur des logiciels très simples comme Scratch qui va nous permettre de faire de l'algorithmie. Et après, on va surtout beaucoup réfléchir en termes on va dire, de construction de jeu, de ce qu'on appelle le game design, le level design, comment les jeunes vont appréhender derrière le jeu et comment faire en sorte de créer un truc qui est agréable à jouer, aussi bien pour celui qui le fait que pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas et qui essaierait
comme ça, on va dire, sur le tas. Donc ça veut dire que on va faire du découpage, un peu du mécano du jeu. On va regarder un petit peu dans chaque partie du jeu ce qui s'y fait, et puis essayer de décrypter ça pour que les jeunes eux-mêmes puissent aller jusqu'à éventuellement même programmer ou designer leur propre jeu. Alors évidemment, dans des moyens raisonnables, et on va pas être sur des très très gros jeux peut-être, mais c'est ça? Alors, on va dire que pour les débuts, ça va être moi qui vais plus guider, orienter en expliquant comment on va construire des jeux, mais le but à la fin, oui, c'est clairement qu'ils soient un maximum autonomes pour pouvoir eux-mêmes appliquer leurs idées, tester leurs concepts et ensuite, on va dire, se créer vraiment des programmes qui sont les leurs et vraiment selon ce que eux voulaient faire. Et sur la partie robotique, du coup, donc j'ai vu que les enfants avaient des boîtes assez bien fournies avec différents modèles de pièces. Et puis il y a des cahiers, c'est ça, tout prêt, ou est-ce qu'ils peuvent créer eux-mêmes leur propre robot? Comment ça se passe? Alors, on a tout un bon paquet de plans déjà tout prêt, tout détaillé pour pouvoir monter des robots déjà, on va dire, préfaits, qui sont avec leurs fonctions, leur utilité, leur fonctionnement. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que derrière, quand ils commencent à bien comprendre la mécanique qu'il y a derrière le robot, quand ils peuvent eux-mêmes improviser des systèmes et des montages qui vont avoir des rôles et des buts, justement, encore une fois, définis par les jeunes qui participent à l'atelier. Le but, c'est vraiment de pouvoir intégrer la chose pour pouvoir ensuite être vraiment très autonome, quoi. Alors, avant de voir le deuxième reportage, qui va élargir sur d'autres activités de la MED, pour un animateur comme toi, ça vient où l'envie, la passion du monde scientifique? Parce que je posais la même question hier dans l'émission à des chercheurs. Mais après tout, peut-être que l'envie, elle vient du même endroit. C'est pas parce que vous avez pris des chemins de travers, c'est pas les mêmes. Ça vient d'où pour toi? Vraiment, si je devais parler personnellement, c'est vraiment la curiosité. C'est plus l'envie de comprendre comment les choses fonctionnent, comment on en vient à avoir certains on va dire, comportements dans la nature ou des choses comme ça. C'est vraiment une curiosité, une envie de savoir comment les choses se font. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois en général qu'on a compris correctement comment les choses se font, on se rend compte qu'on peut arriver à les expliquer et les retransmettre justement ce savoir à ceux qui ne savent pas, que ce soit des enfants ou même des adultes. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est la curiosité, moi, qui m'a vraiment attiré vers ce milieu-là. Ça veut dire qu'une balade en forêt, ça se traduit dans ton cerveau par une ébullition, ça comment ça marche, pareil en ville, sur telle ou telle chose, c'est ça, c'est un petit peu ça? Ça peut se faire, je pense, oui. Merci. Bon, on va passer au reportage suivant, et puis on fait un petit retour ensemble pour en discuter. Donc moi c'est Bertrand, donc je suis animateur scientifique et technique à la Maison de l'Enfant et des Découvertes. Ça va faire 9 ans que je suis arrivé ici, voilà. Et donc moi je fais tout ce qui est multisciences, sauf le numérique, qui n'est pas mon dada, mais voilà. Mais voilà, tout ce qui est scientifique, classe scientifique, les ateliers, voilà. Donc là c'est le premier mercredi, donc on a repris. Donc moi avec le groupe, ce que je fais c'est que on se présente, on voit les règles de vie, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et là, en fait, ils sont en train de réfléchir, soit ensemble ou individuellement, à tout ce qu'ils veulent faire pendant l'année. Donc ça passe de la mécanique, à de la chimie, à de la robotique, à l'astronomie, tout ce qu'on peut faire. Et ensuite, on fait un vote. Et on découpe, voilà, par exemple 5 mercredis on va faire de la mécanique, 10 mercredis on fera de l'électricité, 3 mercredis on fera de la chimie, et donc du coup comme ça on a toute l'année, et eux ils ont aussi, c'est eux qui s'approprient le programme, c'est pas moi qui impose le programme en fait. C'est l'atelier du coup, donc voilà, on a une multitude d'outils, de scotch, de colle, dans les armoires c'est tout ce qui va être les câblages, les solvants, les peintures, donc forcément tout ce qui est un peu dangereux fermé, et voilà, moi c'est une salle que j'aime bien parce qu'en fait on a tout sous la main, c'est-à-dire qu'on a besoin de couper quelque chose, on a besoin de maqueter, de faire ce qu'on veut. Voilà, c'est l'endroit idéal. En tout cas, c'est une salle que moi j'apprécie beaucoup, cet atelier-là, quoi. Alors, effectivement, moi j'aime bien parce que c'est aussi un atelier que je développe moi de 16h à 17h. Donc après eux, j'ai un petit groupe d'une heure qui s'appelle Nature et compagnie. Donc là, dans cet atelier, on va faire de l'entomologie, on va voir tout ce qui est faune, flore de la région. Et c'est en fait l'étudier, c'est surtout aussi comment la préserver, la protéger, du coup. Et il y aura forcément
dans l'atelier Savant Fou une partie effectivement nature, environnement, éco-citoyenneté, éco-gestes, voilà, énergie renouvelable, voilà, tout ce qui va permettre voilà, de vivre dans un monde un petit peu meilleur. Yes. Oui, bah c'est très bien, merci. Est-ce qu'on peut t'emprunter une gomme? Oui, tu peux prendre les gommes. On est trois et on a eu l'idée de faire un robot Minecraft qui bougeait avec une pioche qui fait. Ou une figurine mécanique, tout ce qu'on veut. Bertrand, Oui. Et on a une idée robot solaire, donc un robot qui marche à l'énergie solaire. Bah oui. Au moins ça pollue pas. Alors on voit que les enfants manquent pas d'imagination en sciences. Là-dessus. Ah non, pas du tout. On n'a pas du tout à se plaindre de nos jeunes qui viennent. Ils ont souvent même plus d'idées que nous et parfois des très bonnes aussi. On va pas se mentir. On se laisse très souvent guider par leurs idées, je pense, pour trouver des nouvelles inspirations. Et si à toi je te dis ramène ta science, ça veut dire quoi? Alors, Ramène ta science, c'est le festival organisé en fin d'année scolaire par la MED, dans lequel en fait on va aller proposer, présenter plutôt que proposer toutes les activités qu'on a fait au cours de l'année, parce qu'on a quand même on a nos ateliers à l'année, on travaille avec les écoles. Donc l'année prochaine on voit le truc Minecraft avec c'est ça? Espérons-le, espérons-le. Ok. Normalement, si tout se passe bien, il devrait être là, hein, ce robot-là. Et donc oui, le programme de Ramène ta science, c'est sur plusieurs jours, on va présenter vraiment tout ce qui a été fait pendant l'année, dans tous les cadres, que ce soit avec les écoles, dans nos locaux ou en déplacement, par exemple avec des centres de loisirs. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va souvent pas mal emmener les jeunes à venir travailler avec nous sur la Ramène ta science pour qu'ils ils puissent eux-mêmes expliquer aux visiteurs ce qu'ils ont fait, comment ils ont compris les choses, comment ils ont fait les choses. Et pas par exemple en robotique, on va avoir plusieurs robots qui ont été fabriqués, qui vont être présentés. S'il y a eu justement des maquettes de construites dans l'atelier, souvent les maquettes vont être mises à disposition. Dans le cadre de mon atelier jeux vidéo, c'est là que par exemple les parents ou les visiteurs pourront jouer. On a vraiment beaucoup d'activités différentes. Et l'avantage Ramène ta science, c'est l'occasion de tout recentrer à un endroit pour pouvoir en parler et présenter vraiment l'activité de la MED au grand public sur un espace qui est dédié. Donc là aussi, on en parlait hier dans les différents laboratoires de l'IUT sur la multidiscipline. Là, on est en plein dedans aussi. C'est-à-dire que un des objectifs de Ramène ta science, c'est ça, c'est de faire voir que les uns et les autres ont travaillé au sein d'une même maison, mais sur des disciplines complètement différentes, entre la programmation dont tu parlais, apparemment Bertrand qui est vraiment pas là-dessus, mais qui pourtant mène, on voit, une activité avec les enfants autour de la créativité et de la nature. On est vraiment dans un panel très très large de sciences. On a l'avantage, je pense, d'avoir en plus des animateurs dont les profils sont assez variés, ce qui permet vraiment de couvrir un très grand champ de domaines. Donc, comme tu l'as dit dans le reportage, Bertrand disait que le numérique, c'était peut-être pas son fort. Mais par exemple, à l'inverse, moi derrière, le numérique, c'est mon fort et la science, sur certains domaines, je suis pas aussi bon que lui. Donc, résultat, ça nous permet vraiment de nous approprier beaucoup de sujets différents et de pouvoir ensuite les présenter et les expliquer aux jeunes. Oui, ça permet vraiment d'avoir beaucoup de sujets. Tu es un assez jeune animateur. Pour toi, est-ce que tu mesures un peu, parce que dans cette maison, on voit sur les murs, dans les outils qui peuvent être derrière nous, parfois des outils un peu plus anciens, des choses et que par contre vous gardez pour réinvestir d'une autre façon. Par exemple, même dans les jeux vidéo, toi qui aimes les jeux vidéo sur les jeux old school, etc. Là, il y a tout un engouement pour tout ça aujourd'hui. Quel est ton point de vue, toi, là-dessus, sur l'évolution de la science, et toi, jeune animateur scientifique? Alors là, c'est une question très large. T'as pas 2 heures. Hein, Non, ça va. L'évolution de la science, mon point de vue sur l'évolution de la science, ce qui est bien avec la science en général, c'est que c'est très difficile de revenir en arrière. On va surtout toujours de l'avant, après à des rythmes qui varient. Mais on voit clairement, surtout par exemple dans tout ce qui va être l'informatique, il y a une accélération au niveau des découvertes, des technologies qui sont assez impressionnantes.
Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir et à savoir, ça c'est clair et net, c'est ce qui est magique avec la science, quoi. Mais c'est sûr qu'on vit dans une période où on a quand même accès à beaucoup de choses, on a accès à l'information assez facilement. Donc c'est vrai que c'est très intéressant aujourd'hui, puisque ça s'est vraiment très bien démocratisé, je trouve, et qu'on se retrouve dans une période où, oui, quiconque veut se renseigner sur un sujet un peu scientifique peut toujours trouver une source d'information, une manière d'apprendre. Donc je pense qu'on vit pas dans la plus mauvaise des périodes sur ce sujet-là. Et j'ai l'impression aussi que pour l'animateur que tu es, tu peux trouver assez facilement des tutos sur beaucoup de choses ou des informations, comme tu le disais, pour préparer des animations auprès des jeunes. Internet est une ressource incroyable à ce niveau-là, par contre. Par exemple. On fonctionne, je pense, oui, on fonctionne beaucoup avec Internet, on fonctionne beaucoup avec le partenariat avec les autres organismes qui travaillent dans ce domaine-là. Et puis après, la troisième source d'inspiration, je pense vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est avec les jeunes, tout simplement. C'est l'interaction avec nos adhérents qui parfois va dégager des idées qui n'étaient pas imaginées avant et qui vont permettre de proposer des nouvelles choses avec le temps. Et oui, je pense qu'on a encore plein de choses à faire et on en trouvera tous les ans de nouvelles idées. Et puisqu'on parlait de partenariat, on va discuter avec Maurice et puis on va juste envoyer le petit jingle et puis on va accueillir Dominique qui fait partie aussi de l'association de Maurice pour nous parler d'astronomie, je crois que vous avez compris. Allez, c'est parti, jingle. Il a fallu se mettre en place. Voilà. Donc, est-ce que Maurice, tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'association, ce que vous y faites c'est un groupement de passionnés Vas-y, je t'écoute. Oui, voilà. Alors, le groupement astronomique de l'Eure a été fondé vers les années 1994 sur une idée que j'ai eue à l'époque, parce que tout simplement, je faisais de l'astronomie dans le département de l'Eure. Et puis un jour, j'ai vu qu'il y avait un club d'astronomie à Vernon, et je ne connaissais personne de Vernon. Et j'ai pris contact avec Vernon, et je me suis aperçu ensuite, il y avait un club à Louviers. Et puis bien sûr, mon club était à Lioré. Donc on n'avait aucun contact entre nous. On faisait notre astronomie chacun dans notre coin. Et alors donc, l'espace est assez vaste, et finalement... Voilà, alors en passant par la préfecture, on a créé le groupement astronomique de l'Eure qui a regroupé ces clubs d'astronomie pour participer à des événements principaux, comme la fête de la science. On vient aussi à Ramène ta science. Et puis, entre nous, on se réunit de temps en temps pour faire des observations. Voilà. C'était le but principal, c'était de se retrouver dans le département de l'Eure. Alors, parmi les qualités d'un bon observateur, qu'est-ce que tu pourrais relever ? Alors, le bon observateur, pour moi, il doit être très patient. Il faut qu'il soit calme. Parce que nous nous trouvons toute la nuit, parce que souvent jusqu'à 3-4 heures du matin, voire plus, nous nous trouvons à côté d'un instrument. Éventuellement, il peut faire -5, -10, -15 degrés. Donc, il faut être très bien se préparer, donc bien couvert, etc. De façon à rester mobilisé derrière le télescope ou derrière une caméra ou derrière maintenant l'écran de l'ordinateur pour observer pendant 4-5 heures malgré le froid. Oui, parce que la Lune, elle ne s'arrête pas, elle continue d'avancer. Parce que si vous voulez observer par exemple la Lune, Jupiter, des planètes ou des galaxies, des nébuleuses, eh bien elle continue de tourner et si vous êtes obligé pour bien les observer dans de bonnes conditions, eh bien, il faut être bien reposé, il faut être bien calme, il ne faut pas s'énerver, parce qu'il y a des fois, en hiver, si vous avez les gants, vous avez du mal à manœuvrer les oculaires, les vis, et vous pouvez vous énerver, et surtout, évitez cela. Il faut être très très calme. Et justement, donc ça correspond à mon caractère. Voilà. Et justement, puisqu'on parle de manipuler tout cet appareillage, est-ce que Dominique peut nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne tout ça ? Oui, alors je m'appelle Dominique Davard, donc je fais de l'astronomie depuis peu d'années, pas comme Maurice. Et donc cette équipe de Polaris m'a fait découvrir les avantages de cette activité et surtout leur aptitude à communiquer, à nous aider à démarrer pour se lancer là-dedans. Parce que si on démarre tout seul, c'est extrêmement difficile. Mais avec d'autres personnes qui peuvent vous faire des cours, des explications, ça marche bien.
Donc, Là encore, le partenariat, c'est une valeur sûre. vraiment une valeur sûre dans ce domaine-là. Je crois qu'on ne peut pas fonctionner tout seul. Il faut vraiment profiter de la connaissance des autres et qui sont généreux, très généreux pour nous aider à avancer. Alors, de ce fait, après les avoir rencontrés dans une porte ouverte qu'ils ont eu la bonne idée de faire une année à Saint-André-de-l'Eure, je me suis dit, c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, j'aime bien aussi le calme. Donc, j'ai un peu de mal avec la nuit et le soir parce que, bon, il fait pas chaud et c'est pas très facile. Mais je me suis quand même acheté un télescope. Et puis un bon café, et puis on y va, quoi, c'est ça? Au café, ça y va. Et puis bien habillé surtout. Il faut déjà bien s'habiller. Et puis, voilà. Et donc, Ah oui, il n'y a pas que le café, moi, c'est ça? Non, j'ai rien alors, justement, en astronomie, on ne boit rien d'autre que du café. Hein. absolument pas boire. Bah oui. Absolument pas. Non, ouais, on a déjà du mal des fois à voir dans les oculaires. Alors, c'est vraiment très important d'être très, comme tu as dit, très calme, très reposé pour que ce soit efficace. Voilà. Donc, j'ai acheté un télescope, exactement le même modèle que ça, il y a 4 ans que je l'ai maintenant. Donc, au départ, je ne connaissais pas le ciel, je ne savais pas comment ça marchait, je ne connaissais rien. Mais ça m'intéressait. Donc je suis mis au travail et puis on écrit, on regarde sur Internet et puis on écoute les cours des collègues. Donc avec ce matériel, sur le Conseil du Maurice, j'ai acheté ce système-là, le télescope de 200 mm veut dire diamètre 200 mm, longueur 1 mètre, longueur de focale. Et donc ça permet avec 200 mm de capter quand même pas mal de lumière et d'observer toutes sortes de choses, à la fois les planètes mais aussi le ciel profond. Et donc ça, c'est intéressant de pouvoir découvrir des nébuleuses, des galaxies, des choses comme ça. Oui, c'est ce qu'on a vu en photo là-haut, les nébuleuses et les galaxies aussi. Et ça, on peut l'observer avec ce genre d'appareil. Avec cet appareil-là. Alors évidemment, pas forcément au niveau des photos qu'on a vues tout à l'heure, parce que là, ça a été fait avec des gros appareils, ou alors dans des conditions très, très particulières, mais on arrive quand même à trouver des choses intéressantes dans le ciel. Quand on lève la tête le soir, la nuit, là, quand il n'y a plus de lumière, surtout quand il n'y a plus de lumière d'éclairage public. De pollution nocturne. Donc, quand nos yeux sont habitués, on voit énormément de choses dans le ciel. C'est vraiment passionnant d'y regarder ce qu'il y a là-haut. Hein. Et donc, avec le télescope, là, on va dans le détail. Au lieu de voir tout l'ensemble, on va dans le détail. Et après, il faut apprendre à se servir de ça. Donc, ça, c'est pas toujours très facile, hein, parce qu'il faut régler le télescope lui-même, déjà, la collimation, etc. Bon, il y a un tas de sujets qui tournent autour de ça. Donc, cet appareil-là est monté sur une monture, sur un trépied. Il faut l'orienter correctement pour pouvoir bien regarder les étoiles. Il faut bien viser, quoi, parce que sinon... Oui, alors il y a une opération qu'on fait, c'est la mise en station. Ça, c'est le grand mot de tous les gens qui font de l'astronomie. Viser finalement l'étoile polaire pour trouver l'axe de rotation de la Terre que l'étoile polaire nous indique. Donc à partir de cette étoile polaire, avec les appareils qu'on a maintenant, qui sont automatisés, avec des moteurs, avec des cartes, des systèmes électroniques qui ont enregistré la position des étoiles, vous pouvez demander à l'appareil d'aller chercher l'étoile que vous voulez regarder ou la galaxie que vous voulez regarder. À partir du moment où on l'a bien positionné au départ. Voilà, Mais il faut quand même qu'il soit positionné au départ de façon très rigoureuse. Je peux vous dire, ça fait 4 ans que j'ai ça, j'ai toujours pas réussi à être parfait sur le positionnement. C'est très, 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 très difficile. Alors, d'autant qu'on fait ça le soir, la nuit, on ne voit pas très clair autour du matériel, donc il faut avoir la lampe rouge pour regarder ce qu'on fait. Et puis, il faut surtout bien le caler pour qu'il suive parfaitement les étoiles. Voilà. Oui, ça, c'est l'aspect le plus difficile que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, la mise en station. Eh ben, très bien. Et donc, l'optique, donc on voit un peu là, le miroir qui est à travers. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le principe rapidement? Le principe rapidement, l'appareil capte la lumière des étoiles et des objets que l'on veut observer dans le ciel. Donc, plus il est gros, plus il capte de lumière. La lumière arrive sur un miroir primaire, parabolique, donc qui n'est pas plat, qui est bombé. Cette lumière est renvoyée sur un miroir secondaire qui est devant, qui est incliné à 45 degrés afin de renvoyer tous ces rayons dans l'oculaire que l'on fixe sur le côté. On regarde sur un télescope, on regarde par le côté. Voilà. Et donc, c'est dans cet oculaire qu'on va grossir plus ou moins l'image que l'on veut voir. Puis qu'on ajuste, comme un appareil photo finalement après, on ajuste la netteté pour bien regarder les objets. C'est ce que j'allais dire, si on voulait mettre un appareil photo, il faut le mettre ici. On peut le mettre là. On peut le mettre ici. Là, on peut se servir de l'oculaire pour avoir le grossissement, puis pour avoir un appareil photo pour lequel on démonte l'objectif, et on va se servir de l'oculaire comme élément de vision.
Et puis maintenant, on peut aussi mettre des caméras. Maintenant, on est arrivé à l'époque de la caméra. Alors moi, j'en suis pas encore là, hein. 4 ans d'observation comme ça, c'est déjà la découverte du ciel, l'apprentissage du ciel. Le cinéma, on va voir après. Pour quelqu'un qui découvre, moi j'ai déjà appris pas mal de choses. Donc merci Dominique. Et puis à ce moment-là, on se retrouve peut-être l'année prochaine avec la caméra pour voir si Dominique est passé à la caméra. Peut-être, oui. Ce sera sûrement la caméra que je passerai directement. Merci. J'ai noté qu'avec les appareils photo, c'est plus compliqué, alors j'ai sauté une étape. Merci Dominique. Peut-être pour terminer, j'entendais dans la presse aujourd'hui qu'il y avait à cause, encore une fois, du réchauffement climatique, il y a de plus en plus de difficultés à observer le ciel et l'espace, et notamment les très très gros. Alors je ne sais pas si ça vous concerne, avec sans vous fâcher aucunement, mais du matériel plus petit, plus modeste, si ça vous concerne aussi, et si vous avez vu une évolution, vous, sur l'observation de l'espace à cause du réchauffement climatique. Je ne sais pas si je vais dire que c'est exactement le réchauffement climatique. Bon, j'ai commencé à observer il y a très très longtemps. J'ai eu un télescope dans les années 1970. À l'époque, bon, c'est pas si vieux, mais à l'époque, j'observais à peu près 3 ou 4 nuits par semaine. Et j'observais surtout 2 ou 3 nuits pendant les vacances de Noël. Actuellement, quasiment, c'est 2 nuits par semaine. Et entre Noël et jour de l'an, c'est pratiquement jamais. Parce que le ciel est couvert, on sent qu'il y a une dégradation. Avant, j'avais des nuits à moins 19 degrés. C'était exceptionnel, hein. C'est magnifique pour nous, hein. Finalement, ton ami, c'est la basse température, hein. Voilà, maintenant, on a des nuits à moins 5 degrés. Eh bien, faut pas se plaindre. Mais à moins 19 degrés, le ciel est figé. Il n'y a pas de turbulence. Par exemple, la Lune ne bouge pas. Maintenant, moi j'utilise, je suis passé à la caméra. Quand vous faites vos vidéos, s'il y a un petit peu de turbulence, vous voyez le sol lunaire qui tremble. C'est la turbulence. Si vous êtes à moins 19 degrés, ça ne bouge pas. Donc le traitement d'image derrière est amplement, forcément, vous connaissez l'optique, ça va être beaucoup plus facile pour les logiciels de traiter une image, une surface qui ne bouge pas. Par exemple, vous empilez des images d'étoiles et puis ça a bougé un tout petit peu. Le logiciel, il va voir une étoile qui va être légèrement ovalisée, il refuse la photo. Forcément, il vous élimine des photos. Donc sur, par exemple, 1000 ou 2000 images, vous allez demander 500 images. Vous allez lui demander de superposer 500 images, vous allez peut-être vous retrouver avec 200 ou 300 images seulement. Parce qu'il y a quand même eu une dégradation du ciel. Dire que c'est la pollution, il y a certainement quelque chose. Nous, ce qui nous embête encore davantage, c'est la pollution lumineuse par les villes. Ça, c'est très, très, très compliqué. Alors, ce qu'on fait, avec des télescopes de ce genre, ou voire plus gros, on achète des filtres anti-pollution. Et on va multiplier les temps de pause, par exemple, par 2. D'accord. Voilà, c'est tout. Voilà. Et puis, dernière petite question, peut-être pour nous, l'équipe vidéo, là, parce que nous, on fait des petits reportages à droite, à gauche, mais on n'a pas ce genre de matériel. Alors, évidemment, on ne fera pas des images de la Lune, de la qualité de ce qu'on a vu. Mais est-ce qu'il y a 2-3 petits conseils à nous donner pour faire des images à peu près correctes, si on voulait faire des plans de coupe de la Lune du ciel ou de l'espace, juste avec une caméra ou un appareil photo assez basique? Alors, il faut acheter une petite... Alors, je sais pas, vous avez certainement ça. C'est tout simplement des petites caméras vidéo. Oui. Maintenant, qui coûtent environ 300-350 €. Alors, ce sont des caméras ZWO, c'est chinois, mais bon, elles sont excellentes. Tant mieux. Vous la fixez dans le porte-oculaire. Vous branchez, évidemment, vous avez le logiciel qui convient sur votre ordinateur. Vous choisissez, par exemple, 1000 photos. Donc, ça se débrouille tout seul. Vous allez avoir 1000 photos qui vont être prises par la caméra et ça s'arrête. Et ensuite, vous retrouvez vos vidéos dans un fichier. Et ensuite, vous les passez dans un logiciel spécifique qui va vous traiter voilà. Par exemple, là-haut, j'ai quelques vidéos de prise du sol de la Lune où il y a une légère turbulence. Donc, vous voyez le ciel, le sol de la Lune qui bouge un tout petit peu. Si vous grossissez encore plus, vous avez évidemment le sol qui bouge beaucoup plus. Donc, à un moment, il faut savoir choisir grossissement important, grossissement minimum, et vous essayez de vous caler entre les deux.
Il faut choisir la Pour avoir qualité. l'optimal, en fait. Il faut avoir l'optimal. Donc Mhm. ça ne sert à rien de grossir énormément. Hmm. Il vaut mieux être un petit peu en dessous et Mais avoir des avoir images encore des beaucoup détails. plus fines. Mhm. Voilà. Très C'est bien. comme par exemple, vous vous lancez, par exemple, je dis ce soir, je vais photographier la nébuleuse d'Orion. Vous avez un appareil photo ou une caméra. Il faut savoir, il faut connaître la surface en arc seconde de la nébuleuse. Ça ne sert à rien de, de lancer des photos, puis vous allez avoir la moitié de la nébuleuse. Il faut savoir la grandeur de votre capteur, par exemple. Donc maintenant, il y a des capteurs 24-36, donc c'est bien. Moi, j'ai encore un capteur Plein qui format. fait 14-22, un truc comme ça. Donc la nébuleuse d'Orion, avec ce télescope-là, je peux l'avoir en entier. Avec un autre télescope, avec une focale plus grande, je ne peux pas l'avoir en entier. Donc, ce n'est pas la peine de vous lancer dans ces photos, c'est perdu d'avance. Eh ben, je vous promets, on va essayer. On zoomera pas trop, si j'ai bien compris. C'est ça. Et puis, on essaiera de vous faire voir les photos et les C'est vidéos. gentil. Et puis, vous nous direz ce que vous en pensez. D'accord. Merci à vous deux. Bah, bien. Merci à la Maison de l'Enfance et des Découvertes pour de l'enfant. Mince, je me suis trompé, je l'avais eu bon depuis le début. De l'enfant et des découvertes, pardon. On recommence tout. Allez, je vais dire plus simplement, merci à la MED. Hein. Tu as fait ça tout à l'heure, j'ai vu. Hein. Merci à la MED pour l'accueil. Et puis la suite de la semaine de la science, avec demain une émission spéciale au lycée Hébert. Et puis après-demain, si tout va bien, on sera en pleine nature. Donc on vous retrouve toujours pareil sur le site de la Fête de la Science. Est-ce que vous pouvez me citer 4 sources d'énergie renouvelable? L'énergie renouvelable, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'éolienne, il y a le photovoltaïque. Les centrales hydrauliques. Oui. Ouais. Ça, il y a l'eau hydraulique. C'est ça, hydraulique, exactement. Éolien. Éolien, et vous en avez un autre. Face à moi, le soleil. Exactement, l'énergie solaire. Le soleil. Exactement. Le soleil, Ouais. le Du coup, vent, l'énergie solaire, ouais, l'énergie éolienne. l'eau. Ouais, et hydraulique, c'est ça. Après, il en reste deux un peu plus difficiles. La biomasse. Exactement, bien joué. La géothermie. C'est ça. Qui est Ah oui. renouvelable. Et puis la biomasse. Celle qu'on Mais connaît la le moins, biomasse, évidemment. j'y aurais pas pensé. Mais non, mais... Je suis pas très scientifique. non, mais c'est Même bien, pas déjà, du tout. 3 sur 4, c'est bien.